Alors, pour la rencontre, je vais commencer un peu par vous expliquer les services qu'on offre à Vision d'Espoir. Par la suite, je vais faire la présentation, en fait, qui va aborder les points ici. Puis, je vais terminer par la légalisation du cannabis. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure, ça ne me dérange pas, ou à la fin. C'est vous qui allez voir. Alors, pour commencer, Vision d'Espoir est située à Baie-Saint-Paul. On est situé sur la rue Leclerc. En fait, on est un centre de dépendance qui offre des services pour les femmes et les hommes de 18 ans et plus qui ont une problématique de dépendance. Ou ça peut être aussi de l'aide au niveau des proches. Vous avez soit un frère, une sœur, votre conjoint, votre conjointe qui a une problématique de consommation, vous pouvez appeler. On offre aussi un service au niveau des proches. Qu'est-ce qu'on offre comme service? On a le suivi individuel, qu'on fait des rencontres avec le client toutes les semaines, une fois par semaine, 2 fois par semaine, tout dépendant de la problématique de la personne. Sinon aussi, on offre le suivi vers la thérapie. Si un client désire aller en thérapie, que pour lui, les suivis individuels, ce n'est pas quelque chose qui le rejoint, on peut aussi le référer vers une thérapie selon ses besoins. Alors, on fait les démarches avec lui, on fait les appels avec lui. Puis, par la suite, après la thérapie, il y a le choix aussi de revenir nous voir pour avoir une suite, parce qu'on sait que quand quelqu'un sort de thérapie, il est un petit peu laissé à lui-même. Puis, des fois, ils sont un petit peu plus fragiles aussi. Alors, c'est quand même un service qui est bénéfique pour ces personnes-là qui veulent des fois retourner de temps en temps dans leur thérapie, mais c'est loin, faire des fois Baie-Saint-Paul, Québec, Montréal, alors qu'ils ont un service proche, c'est plus bénéfique pour eux. Sinon, pour ma part, je offre le service à l'école secondaire. En fait, je suis intervenante à l'école secondaire 2 avant-midi par semaine. Je m'occupe vraiment du volet la toxico, finalement. C'est moi qui rencontre les jeunes qui ont des problématiques en toxico. C'est eux, en fait, qui viennent me voir. Normalement, c'est pas obligatoire. Quand c'est obligatoire, c'est vraiment parce que soit qu'ils ont été pris en possession de drogue à l'école ou si ça fait partie un peu du suivi pour réintégrer l'école. Sinon, je fais vraiment des ateliers de prévention aussi dans les classes, puis aussi pendant la semaine de toxico, comme c'est cette semaine également. Je me promène dans l'école, je fais des ateliers, des activités avec eux. Sinon, au niveau des services, on offre aussi des repas primodiques. Alors, on offre de la soupe à tous les jours. Et le mercredi, on offre un dîner communautaire complet au coût de 5 $. Alors, souvent, les gens viennent. C'est pas nécessairement des gens qui ont des problématiques de dépendance. Ça peut être un peu monsieur, madame, tout le monde. Des gens, des fois, qui ont un plus faible revenu. Des fois, qui ont juste pas le temps d'aller chez eux manger. Alors, c'est vraiment ouvert à tout le monde parce qu'on a un milieu de vie où on offre des activités. Aussi pour monsieur, madame, tout le monde qui n'ont pas de problématiques de dépendance, qui viennent aussi pour prendre un café, briser leur isolement. On parle avec eux, font des activités. Un peu toutes sortes d'activités, finalement, là. Sinon, ça ressemble un petit peu à ça. Je sais pas, j'ai-tu fait le tour? Ça ressemble un petit peu à ça au niveau des services. Alors, je vais vous présenter un petit vidéo avant de commencer. Ça va faire un petit peu le topo avec ma présentation par la suite. Les adolescents canadiens sont parmi les plus grands consommateurs de cannabis du monde. Dans un contexte où l'on parle de légaliser la marijuana au pays, que dit la science quant aux effets du cannabis sur le cerveau des adolescents? Les découvertes récentes à ce sujet ne sont pas rassurantes. L'adolescence, une période de sensations fortes, d'exploration. L'univers des drogues intrigue. Facilement accessible, le joint de cannabis dérègle les perceptions, procure un plaisir sensoriel. Chez l'adulte, l'impact durable sur la santé est habituellement négligeable. Mais qu'en est-il pour l'adolescent? Alors, la question de savoir si le cannabis est une drogue douce, ma réponse, c'est ça dépend pour qui. Alors, pour certaines personnes, oui. Pour certaines personnes, absolument pas. Alors, ça, c'est un petit peu le contenu qu'on va voir ce soir. On va parler un peu au niveau des types de consommation. Pourquoi que certains jeunes consomment, reconnaître les situations à risque. On va parler un petit peu au niveau du cerveau. On va parler aussi des statistiques plus positives que négatives. Comment aider aussi ces jeunes-là, les ressources qui sont disponibles. Puis on va terminer par le point de légalisation sur le cannabis. C'est sûr que si vous regardez un petit peu la TV tous les jours, les journaux et tout ça,
Je ne vais pas nécessairement rien vous apprendre non plus parce qu'on n'en sait pas nécessairement plus que ce qu'on voit, nous, à la TV. On n'a pas des privilèges d'en savoir plus. Des fois, on peut savoir un petit peu de choses, peut-être une journée d'avance, étant donné avec l'association de la CIDQ, au niveau de la dépendance qu'on fait à l'association. Mais sinon, on sait pas mal un peu les mêmes choses que vous. Alors, au niveau des types de consommation, on a 3 types de consommation. Alors, on parle ici de l'usage récréatif, de l'abus, puis de la dépendance. Alors, on va vraiment définir c'est quoi les 3, la différence, en fait. L'usage récréatif, c'est vraiment une consommation occasionnelle, en petite quantité, où ce que vraiment, c'est les jeunes, ils vont consommer souvent par curiosité, dans un party, une fois comme ça, mais sans nécessairement plus, pour seulement s'amuser finalement. C'est pas à ce moment-là qu'on peut dire que le jeune a une problématique. C'est quand même quelque chose qui peut semble normal. Alors, au niveau de l'abus, l'abus, on parle ici vraiment quand un jeune va aller, par exemple, dans un party d'amis, quand même assez des fois, ça peut être régulièrement, une fois de temps en temps, où ce qui va, on peut dire, se saouler, finalement prendre une grande consommation d'alcool. On parle au niveau autant de la drogue que de l'alcool. Puis ça peut être aussi sur plusieurs fois. À toutes les fois qu'ils consomment, c'est toujours en grande quantité. On parle ici d'abus. Puis, qu'est-ce qu'on peut différencier de la dépendance? C'est vraiment lorsqu'une personne a vraiment besoin de sa consommation pour vivre. Alors, elle en a besoin physiquement et psychologiquement. Si la personne, à tous les jours, quand elle se lève, elle a besoin, par exemple, de prendre une bière ou de prendre un joint de cannabis pour faire sa journée, bien là, on parle ici d'une dépendance parce que automatiquement, dans son cerveau, elle associe que pour faire sa journée, elle en a besoin. Alors, on parle ici vraiment plus de dépendance. C'est ça. Ensuite de ça, pour plus définir en profondeur, parce que, tu sais, des fois, on en regarde ça, puis c'est un petit peu ambigu. Tu sais, on ne sait pas nécessairement, tu sais, mon jeune, est-ce qu'il en prend une fois de temps en temps, mais tu sais, c'est-tu vraiment exagéré? C'est-tu pas exagéré? Tu sais, des fois, c'est un petit peu large. Pour ça que je vais vous parler vraiment des types de consommateurs qu'on a. Il y a différents types de consommateurs. Je ne vais pas les expliquer vraiment en grande profondeur, là, parce que, tu sais, à un moment donné, ça peut venir mêlant aussi, là, mais c'est vraiment comme un peu pour vous donner un aperçu de le jeune, où ce qu'il peut se retrouver, puis vraiment rendu, c'est à quel stade que ça peut devenir un peu plus problématique. Alors, on a le non-consommateur, ça le dit. Ça, c'est le jeune qui consommera tout simplement pas. Il y en a des jeunes qui ne consomment pas, c'est pas tous les jeunes qui consomment, ça, on va en parler un petit peu plus tard. On pense que tous les jeunes vont consommer dans leur vie, mais il y en a qui ne sont pas intéressés à ça. Il y en a que ça ne leur tente pas de consommer aussi. Ça dépend vraiment de chaque jeune. Ensuite de ça, l'explorateur. On parle ici du jeune qui vont consommer par plaisir, par curiosité, pour s'amuser. On en parlait un petit peu tantôt au niveau de l'usage récréatif, ça revient un petit peu à ça aussi. Sinon, le consommateur occasionnel, c'est le jeune qui va consommer par plaisir, mais vraiment dans des occasions spéciales, avec les autres. C'est rare que le consommateur occasionnel va consommer seul. Ça va souvent être avec des gens. C'est pas la personne qui va consommer toute seule à la maison, par exemple. Tandis que le consommateur régulier, c'est celui-là que ça va plus s'installer à toutes les semaines. Le jeune qui commence à fumer, à prendre de l'alcool un peu régulièrement, qui peut en prendre le matin, le soir, à la fin de semaine, autant avec des amis qui peut en prendre seul, mais souvent encore dans le but d'avoir du plaisir, pas nécessairement dans le but d'en avoir besoin pour vivre. Alors, sinon, il y a aussi le consommateur, le surconsommateur. Là, c'est celui-là là, ça s'en vient vraiment plus problématique. C'est celui qui va consommer vraiment plusieurs fois par semaine. Vraiment plus seul. C'est là que des fois, le jeune, il commence aussi à manquer de l'école parce qu'il aime mieux consommer, être chez eux, être avec ses amis, qui change de réseau social aussi un petit peu pour plus consommer. C'est des abus plus ponctuels aussi. Et le consommateur abusif, le dernier, en fait, le plus problématique, c'est quand un jeune va consommer en grande quantité des substances aussi qui peuvent être mélangées. On parle un soir, le jeune consomme autant de l'alcool, qui peut consommer aussi plusieurs drogues. Faire des mélanges aussi, on voit plus souvent ça. Les boissons énergisantes mélangées avec, par exemple, de l'alcool. La nouvelle boisson là, qui est sortie, là, la Four Loko, là. Je ne sais pas si vous connaissez, là. Ça a 11,9 d'alcool. C'est environ une canette. Puis ça goûte peut-être le jus un peu avec l'alcool. Puis les jeunes prennent beaucoup ça coûte pas cher. Alors, souvent, là, les consommateurs abusifs, on en voit plus depuis aussi que ça, c'est sorti parce que le mélange est déjà fait en plus. Ça coûte pas cher, puis ça l'équivaut comme une bouteille de vin. Fait que pour les jeunes, c'est vraiment attirant.
avec la bouteille aussi qui a plein de couleurs, plein de saveurs, plein de mélanges. Alors, c'est quelque chose de nouveau. Pourquoi certains jeunes consomment? Ça, c'est souvent une question qu'on se pose souvent. C'est sûr que j'en ai mis quelques-uns, peut-être les principales. Faut pas se fier nécessairement juste à ça non plus parce que, oui, il y en a d'autres. Tous les jeunes ont leur vécu, ils ont leur raison. Mais en majorité, ça ressemble un petit peu à ça. Comme je l'ai déjà dit, par plaisir ou par curiosité. À l'âge de l'adolescence, on recherche beaucoup de nouvelles expériences, l'exploration beaucoup. Ça fait partie de l'adolescence, alors la consommation peut faire partie aussi de ça également. Pour combattre leur timidité, des fois à l'adolescence, on veut être un peu comme embarquer dans une gang, être un peu aussi comme les autres. On est gêné aussi, on parle pas beaucoup, on consomme, exemple, du speed pour essayer de plus parler, plus être enjoué. Puis sinon, il y a aussi par la fuite des problèmes. Tu sais, les jeunes, des fois, quand ils sont au secondaire, des fois, ils vivent des problématiques, des échecs scolaires, problématiques familiales, des problématiques avec leurs amis. Puis ils veulent fuir ça, alors ils consomment pour essayer justement d'oublier leurs problèmes. Je parle des jeunes, là, mais ça, c'est autant au niveau des adultes, là, parce que là, on parle des jeunes. Le souci d'intégration par un groupe pour épater ses amis. On n'est pas des fois quelqu'un qui aurait le goût de consommer, mais tu vas le faire pour être comme tes amis, justement, pour faire partie de la gang. Sinon, il y a aussi la manière de boire des parents dans la famille. Ça, c'est souvent... les familles ne s'en rendent pas nécessairement compte. Ils t'appellent, puis ils ne comprennent pas pourquoi... Il y a des signes qui font en sorte que leurs jeunes consomment. Ils ne comprennent pas trop pourquoi ils consomment, mais quand tu creuses des fois un petit peu plus loin, bien, ça l'arrive. Des fois, les parents ont déjà eu des problématiques de consommation, ont souvent des fois consommé autant de l'alcool que de la drogue devant leurs jeunes même aussi. Puis ça, ils n'ont pas nécessairement toujours fait le lien. Puis c'est plus tard, des fois, qu'ils se rendent compte que ça peut avoir vraiment des grosses répercussions. Fait que c'est important aussi, en tant que parent, de faire attention, tu sais, quand on boit dans des parties en famille et tout ça, tu sais, des fois, un peu d'en parler avec son jeune, ou bien quand le père ou la mère arrive de chaque fois de travailler, ouvre sa bière, prend son verre de vin, tu sais, ça, le jeune, plus tard, il s'en rend compte aussi. Puis pour lui, c'est peut-être normal parce que pour eux, vous êtes comme pour les parents, vous êtes comme c'est un modèle finalement. Là. Fait que c'est vraiment important des fois faire un point par rapport à ça avec ces jeunes finalement. Sinon, il y en a plusieurs d'autres, là, mais ça dépend vraiment, encore une fois, d'un jeune à un autre, mais c'est vraiment les principales qu'on voit le plus régulièrement. Bon, mais c'est ça. Ces signes ne sont pas systématiquement liés à une consommation de stupéfiants. Alors ici, au niveau de la dopamine, mais vous êtes quand même au courant, puis c'est le fun de savoir que vous avez quand même bien compris c'était quoi en général, puis que c'était pas aussi seulement au niveau... parce que les derniers, ils pensent que c'est seulement au niveau de la drogue, mais effectivement, on en parle aussi au niveau, ça peut être du sport, ça peut être aussi simple que manger et boire. Alors, mon petit tableau ici, en fait, c'est ça, c'est l'hormone du plaisir, c'est déclenché en fait par le plaisir. C'est un neurotransmetteur, exactement. Alors, si on prend le premier ici, exemple, on prend de boire de l'eau. C'est vraiment naturel, boire de l'eau ou manger, des choses comme ça. Puis on est quand même capable d'avoir du plaisir sans nécessairement s'en rendre compte parce que c'est automatique. Alors, si, exemple, on prend un verre d'eau ici, puis on a quand même le plaisir qui est là, mais l'équilibre n'est pas trop difficile à revenir quand même, parce qu'on s'entend que c'est juste boire de l'eau ou manger tout simplement. C'est quelque chose qu'on fait quand même naturellement. Si on parle un peu plus loin, si quelqu'un fait du sport, par exemple, parce que ça en fait également partie, on a quand même on a du plaisir quand on fait du sport, on se crée de la dopamine. Alors là, on a une décharge un petit peu plus grande de dopamine ici, et l'équilibre est un petit peu plus long aussi à revenir également. Alors, on voit ici que la décharge de plaisir est vraiment de plus en plus grande. On parle ici au niveau de la consommation, vraiment au niveau de l'alcool et de la drogue. Alors, le plaisir est vraiment plus grand et le down aussi est beaucoup plus long à revenir. Alors, quand la personne ressent ce down-là, justement, c'est là qu'il redemande de reprendre la consommance finalement, parce qu'étant donné que ça lui a procuré du plaisir, puis que là, il est dans un down, bien, c'est comme s'il était pris un peu... il était pris comme prisonnier, finalement, de tout ça. C'est ça. Je voulais vous parler un petit peu des statistiques, parce que, tu sais, souvent, des fois, on en regarde sur Internet ou des choses comme ça, puis on se rend compte que, finalement...
on voit souvent des statistiques plus négatives. Puis on dit toujours, ah, les jeunes consomment, tout le monde consomme, tout le monde a déjà consommé. Mais le projet, c'est un projet Inspire, en fait, qui a été sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui donnait des statistiques positives sur les adolescents. Puis ça disait qu'il y a même que 80 des adolescents qui ne consomment pas de cannabis. Ce qui est quand même surprenant parce que des fois, on entend souvent parler que tous les jeunes ont déjà consommé du cannabis, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Il n'y a pas nécessairement une grande quantité d'adolescents qui ont tant consommé de cannabis que ça. Sinon, 85 des adolescents ne consomment pas ou peu d'alcool. Fait que pas ou peu, c'est quand même très bon aussi. Puis, le plus gros pourcentage, c'est que 94 des adolescents n'en font pas usage du tabac. Alors, on n'a pas une grande quantité d'ados aussi qui consomment du tabac. Tu sais, des fois, il y en a qui vont prendre peut-être une cigarette comme ceux qui ont déjà pris, mais qui vont pas en faire l'usage à long terme, qui n'ont pas besoin de ça nécessairement, là. Alors, ça ressemblait un petit peu à ça au niveau des statistiques. Il y en avait un peu plus au niveau des adolescents. J'en avais un petit peu au niveau des adultes, mais on va se concentrer là-dessus. Que puis-je faire en tant que parent pour prévenir? Alors, on parle pour prévenir des fois plus avant que la consommation s'installe. Ça veut dire des fois, quand les jeunes sont effectivement plus jeunes ou au début de l'adolescence, c'est important d'agir sur les facteurs de protection. Alors, d'avoir une proximité parent-enfant, tu sais, de se donner en fait de l'amour, tu sais, lui dire à son jeune que vous l'aimez, que vous êtes là pour lui, qu'il sente une présence de ses parents. Également avec le support au sein de la famille, alors au niveau des fois plus scolaire, des fois les enfants ont plus de difficultés, tout ça, c'est important d'être là pour son jeune au niveau de ses problématiques. Comme je l'ai dit tantôt, vous êtes un modèle à suivre. Alors, tu sais, quand on parle de la consommation, quand les parents consomment et tout ça, c'est de faire un petit peu attention puis de parler un peu avec eux. Parce que tout au long de leur vie, tu sais, même si l'enfant a 5, 6, 7 ans, peut-être que vous pensez que ça n'a pas de répercussions, mais des fois, les enfants, c'est le modèle qu'ils ont eu, puis ils retiennent quand même bien, des fois plus qu'on pense, hein. Puis, c'est là que ça peut avoir aussi des répercussions plus tard. Alors, c'est quand même un facteur de protection d'être un bon modèle pour son enfant. De l'encourager. Renforcer ses compétences, ses habiletés, quand on parle au niveau des fois au niveau du sport, au niveau scolaire, vraiment tout ce qui entoure le jeune, de l'encourager. C'est sûr que c'est quelque chose aussi qui peut faciliter quand quelqu'un se dirige plus vers le sport puis que vous l'encouragez là-dedans, bien, c'est sûr qu'il est moins porté des fois à consommer. C'est une bonne alternative aussi. Le valoriser, l'estime de soi. Qu'est-ce qui est fondamental, c'est de faire des activités avec son jeune. Des fois, quand il arrive le temps aussi de l'adolescence et tout ça, le jeune, il veut plus être dans ses affaires, moins être avec ses parents et tout ça. Mais c'est quand même important de regarder les intérêts avec le jeune, puis de choisir des activités qu'il aime, puis d'essayer de faire des compromis avec eux des fois, puis d'essayer de faire des choses pour leur faire plaisir, puis de sortir des fois de la maison, des choses comme ça. Pendant ce temps-là aussi, vous êtes sûr qu'ils sont avec vous, ils ne consomment pas, puis ils font des choses qu'ils aiment, puis vous passez un temps avec votre enfant. Alors, sinon... Si on parle un peu plus tard, un réseau de soutien à l'extérieur de la famille. Alors, quand le jeune a un réseau à l'extérieur de la famille, si on parle ici des fois des maisons des jeunes ou un père aidant ou des choses comme ça, tu sais, des fois, c'est facilitant pour le jeune. Le soir, vous savez que pendant sa sortie, il est dans une maison des jeunes, il est avec des intervenants comme ça, il n'est pas en train de consommer. Puis, c'est rassurant aussi pour vous, c'est moins inquiétant, vous demandez moins il est où. Alors, des fois, leur parler aussi de ces maisons des jeunes-là, qui est quand même bénéfique pour eux, ça peut leur donner un petit coup de pouce. Sinon, quand on parle de comment aider son jeune. Alors là, on est ici un peu plus quand le jeune il consomme. Comment qu'on intervient? On en a parlé un petit peu au début, puis vous avez quand même eu des bonnes réponses. Comment intervenir avec son jeune quand vous avez des doutes qu'il consomme? Alors, d'avoir une bonne communication, je pense que c'est le numéro 1. C'est vraiment, si on fait un résumé de toute la présentation à la fin, c'est vraiment la communication qui est vraiment important avec son jeune. C'est quelque chose vraiment de primordial, de s'asseoir avec lui, de bien communiquer, d'avoir une bonne ouverture, de lui parler de tes inquiétudes. Pourquoi tu t'inquiètes en tant que parent? Qu'est-ce qui se passe? Le jeune, faut qu'il voit aussi que vous vous inquiétez puis que vous voulez son bien également. Mais c'est important de le faire aussi d'une manière appropriée. De ne pas juger son jeune non plus, de ne pas faire une campagne un peu, dans le sens tu vas avoir le cancer, puis d'utiliser comme pour lui faire peur. C'est pas ça que le jeune a nécessairement besoin d'entendre aussi, là. Par contre, vous pouvez toujours appeler des fois des intervenants, des choses comme ça pour lui parler à son jeune des risques
qui peut être liée à la consommation. Quand on est parent puis qu'on dit un peu n'importe quoi à son jeune puis qu'on n'est pas vraiment informé, bien, le jeune, ça peut autant lui faire peur aussi, là. Fait que c'est important d'être bien informé, de justement appeler des intervenants, prendre des informations, puis ensuite de ça, s'asseoir avec son jeune, lui en parler calmement, puis lui parler aussi s'il se sent prêt, là. C'est pas, ben là, tu vas t'asseoir avec moi tout de suite, puis on va parler de ta consommation. Tu sais, c'est important de lui laisser quand même une liberté là-dedans aussi, là, parce que c'est pas nécessairement évident pour lui non plus de vous parler de tout ça, parce qu'il n'est pas nécessairement non plus prêt. Ce qui m'amène à mon point à dire, le vouloir le convaincre d'arrêter. Souvent, si je fais un peu un exemple, j'ai des parents qui m'appellent, étant donné que je m'occupe du volet jeunesse, puis ils me disent j'aimerais ça que mon jeune arrête de consommer, je vais lui enlever son Xbox, il va devoir rentrer à tous les soirs à 9 h, pas le droit de sortir la fin de semaine. Je veux qu'il aille en thérapie. Mais c'est pas comme ça que votre jeune va arrêter de consommer. Puis c'est pas comme ça que vous allez avoir une bonne communication non plus avec votre jeune. C'est important quand même de lui laisser une liberté, d'avoir vos limites quand même. C'est vraiment important de mettre vos limites aussi en tant que parent. Vous pouvez pas tout accepter non plus, ça c'est sûr. Mais de pas non plus tout lui enlever parce que c'est pas comme ça que le jeune va arrêter de consommer non plus. Puis le jeune va consulter quand il va se sentir prêt également aussi. S'il a envie d'aller en thérapie, s'il a envie de consulter un intervenant, vous pouvez lui parler de ces services-là qui existent parce que des fois, ils ne sont pas nécessairement au courant, mais c'est important que ce soit le jeune qui prenne le bon choix pour lui. S'il ne se sent pas prêt à venir, puis que vous le forcez, il va venir, mais il n'y aura pas nécessairement de résultat au final, là. Il va venir parce que vous le voulez, là. Alors, à ce moment-là, des fois, on a un petit bout de chemin à faire en tant que parent. Puis je crois que, tu sais, je ne suis pas parent, je sais pas, mais je crois que ce petit bout de chemin-là, il peut quand même être difficile parce qu'on voudrait tellement que notre jeune s'en sorte, on voudrait tellement qu'il ne consomme pas, on voudrait tellement qu'il soit heureux. Mais c'est vraiment en s'assoyant avec lui, puis en parlant, puis en essayant de comprendre, tu sais, y a-tu des problématiques? Est-ce que t'es stressé? C'est l'école qui t'inquiète? Tu sais, d'essayer de comprendre, des fois, c'est quoi qui l'amène à consommer pour aller travailler ces choses-là avec lui, pour justement l'aider à peut-être diminuer déjà en partant sa consommation si on règle les choses autour de lui qui sont plus problématiques. Au niveau de l'aide de l'information, bon, c'est sûr que je viens d'en parler un petit peu. Alors, si vous avez des jeunes qui sont soit aux adultes ou au secondaire, ça peut être aussi qu'ils ne vont plus à l'école, ça peut être fait aussi, là. Mais moi, je suis là 2 journées, comme j'ai dit, par semaine à l'école secondaire. Je fais de la prévention à l'école. Sinon, je suis à Vision d'Espoir également pour les jeunes qui ont 18 ans et plus, mais normalement, en haut de 18 ans, ils sont rendus adultes. Sinon, il y a Ressources Genesis à la Malbaie. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un petit peu un organisme en toxico également qui offre des suivis individuels aussi un petit peu similaires à ce qu'on offre aussi. Je l'ai marqué pour les gens des fois qui ont de la famille ou qui ont de la parenté, des amis à la Malbaie. Sinon, on a aussi, j'ai marqué CLSC, mais c'est plus CLSC à cette heure, c'est rendu le CIUS. Là. Je sais, j'ai comme pas l'habitude de marquer ça. Ils font aussi des suivis. Pour ça. Puis on fait vraiment de la collaboration avec eux aussi. Des fois, il y en a qui font un suivi au CLSC, puis avec nous aussi pour vraiment compléter quand des fois c'est plus difficile. Des fois aussi, les adultes significatifs, vous n'avez pas envie de venir rencontrer un intervenant ou bien le jeune n'a pas envie de venir rencontrer un intervenant. Ça peut être vraiment une tante, un oncle, un ami plus vieux, un ami à vous aussi également avec qui il y a un bon lien de confiance ou vous en avez un aussi. Ça peut vraiment être bénéfique. Sinon, j'ai marqué thérapie pour mineurs parce que oui, il y a des thérapies pour mineurs. Il y en a, j'ai comme eu des appels depuis 2 semaines. J'ai beaucoup de jeunes qui veulent aller en thérapie, puis les parents n'étaient pas au courant qu'il y avait des thérapies pour mineurs. Ils pensaient seulement que c'était 18 ans et plus. Donc oui, il y en a pour, souvent c'est 12-17 ans, là, 12-21, ça ressemble un petit peu à ça. Il y en a environ 2 à Québec. Puis, c'est ça, j'ai marqué, en tout cas pour ceux que ça les intéressait, des sites Internet où ça donnait des informations aussi, plus pour les parents avec leurs jeunes. J'ai ciblé ceux-là, étant donné que ça parlait vraiment soit des drogues ou comment agir avec son jeune par rapport à ça. Sinon, au niveau du cannabis. Alors, si vous voulez regarder plus tard, j'ai vraiment le projet de loi au complet ici, que vous pouvez feuilleter. J'en ai juste une copie, alors me le laisser avant de partir, mais vous pouvez le feuilleter. Vous avez toutes les informations là, ici, que je vais vous laisser. Sinon, je vais prendre ma feuille, parce que c'était censé être ma collègue qui donnait cette petite partie-là. J'ai rien d'écrit sur le PowerPoint avec ça.
Donc, comme je vous ai dit tantôt, je ne vais pas nécessairement rien vous apprendre que vous avez vu, si vous avez regardé les journaux ou la TV, toutes les informations qui se donnaient à propos de ça, parce que j'en sais pas nécessairement plus. Mais si vous ne les avez pas regardées, c'est sûr que je vais vous apprendre sûrement certaines choses. Alors, si on parle du point de vente, ça va s'appeler le SQC, l'Association québécoise du cannabis. Alors, le nom a vraiment été établi. En juillet, comme tout le monde le sait, en juillet 2018, c'est là que ça va être vraiment rendu légal. Il va y avoir une quinzaine de points de vente et plus de 150 dans les 2 prochaines années. Alors, nous, ça va sûrement être à Québec le point de vente le plus proche, là. On ne sait pas encore ça non plus, parce qu'on ne sait pas tout non plus. Comme le tabac, ça va être interdit de fumer dans les restaurants, dans les bars, dans les hôpitaux, puis dans tous les édifices publics. Ça va être aussi le même règlement au niveau du 9 mètres de la porte qui va être obligatoire également. C'est un petit peu les mêmes règlements. Il va y avoir le droit de fumer sur les voies publiques, dans les événements culturels ou sportifs, à moins que la ville l'interdise. Alors, si on prend un exemple, par exemple, ici, le festif. Si le festif, le maire, par exemple, il décide que non, il n'y aura pas personne qui va fumer du cannabis dans les rues ici, bon, bien ça, il va avoir le droit de le faire. Ça va vraiment dépendre d'une place à l'autre. Rendu là, ça va être la région qui va décider, tout dépendant des événements. Il va y avoir une interdiction de fumer sur les campus, les cégeps et les universités. Ça doit sûrement faire partie aussi du secondaire et tout ça, là. Pas de publicité qui va être faite comme la SAC, la SAQ qu'on voit. Des fois, on voit des affaires à la TV, on reçoit des publicisacs par rapport aux promotions et tout ça. Il n'y aura pas ça nécessairement avec le cannabis. On ne va pas voir des annonces à la TV ou bien des annonces publicitaires qui vont nous inciter à en acheter, justement. Au contraire, la seule publicité qui va être faite, ça va être vraiment pour faire de la prévention. Fait qu'on s'entend que ça, c'est quand même de la publicité positive, si on veut, si ça va être de la prévention. Puis, on est même censé recevoir un certain montant d'argent pour faire de la prévention aussi pour ça également, là. Fait que j'espère vraiment qu'on va en recevoir parce que je crois que ça va vraiment être important de faire de la prévention auprès des jeunes, des adultes aussi également. Il va y avoir une vente en ligne livrée exclusivement par Post Canada. Il va y avoir, par exemple, si moi, un jeune achète du cannabis en ligne, puis il va aller le chercher chez Post Canada. Mais il doit avoir son reçu avec lui qui va avoir fait imprimer, exemple, sur Internet. Puis il va devoir se présenter chez Post Canada avec une pièce d'identité, puis son reçu pour récupérer son cannabis. Donc, c'est comme ça que ça va marcher. Exactement. Tolérance zéro sur les routes. Alors, comment ça va marcher? Ça va être un test de salive. Puis, normalement, là, c'est pas fixe à 100 % mais normalement, ça va être de 4 à 6 heures avant de prendre la route. Si on a consommé du cannabis, on n'a pas le droit de prendre le tour 5-6 heures après. Si on est arrêté, on est censé avoir un test de salive qui va détecter, voir qu'est-ce qui se passe également. Je ne sais pas, les policiers, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec ça. Je sais qu'il y a déjà des choses de mise en place, mais ça va sûrement il va sûrement avoir des choses nouvelles par rapport à ça, là. Sinon, pour au niveau des infractions, 90 jours de suspension de permis et environ 300 $ d'amende et le double si récidive. Sinon, il n'y aura pas de... Ça l'a changé. Pas d'autoproduction à la maison, donc pas le droit d'avoir des plants de cannabis chez soi. Alors, au début, on entendait parler que les gens allaient pouvoir avoir les plants de cannabis chez eux. La quantité, on entendait plus ou moins parler, mais là, c'est interdit. Il n'y aura pas d'autoproduction qui va pouvoir être faite à la maison. C'est sûr, leur but, c'est vraiment de faire de l'argent puis de contrer le marché noir, hein, si on va être honnête, là. Alors, c'est sûr et certain qu'ils ne voudront pas que les gens aient de ça à la maison, puis c'est tout à fait normal aussi. Puis, il faut s'entendre aussi que ça reste un projet de loi. Alors, tout ça, ça a le temps de changer encore, bien évidemment. À date, c'est ça pour l'instant, mais c'est rien encore d'établi sur papier, puis, ils ont le temps de changer des choses. Il y a beaucoup de choses qui vont se rajouter parce que on en sait un petit peu plus, mais on n'en sait pas énormément non plus. Puis on s'entend que le mois de juillet arrive quand même relativement vite. Donc, on aimerait ça en savoir davantage aussi pour essayer de faire de la prévention puis d'essayer d'en parler le plus possible aussi. Mais pour l'instant, ça ressemble à ça. C'est sûr que c'est les derniers temps, on entend un peu plus parler. C'est rassurant parce que moi, je trouvais qu'on n'entendait pas beaucoup parler puis je trouvais que ça arrivait vite aussi. Donc, pour l'instant, ça ressemble un petit peu à ça. Je ne sais pas s'il y a des choses que j'ai dit qui
qui ont été dit à la TV et tout ça, que j'ai peut-être pas mentionné non plus parce que c'est pas moi qui ai fait la feuille. Puis moi, ça faisait le tour pour moi au niveau de la légalisation. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, c'est ça, il y a le numéro de Vision, mon nom et tout ça. Des fois, cette carte-là aussi peut servir au niveau d'un proche, autant un jeune qu'un adulte aussi également, que vous pouvez donner le numéro de téléphone ou la petite carte, qui a également des questions aussi qui amènent à réfléchir dessus. Donc, pour toute question, il n'y a pas de problème. Vous pouvez appeler. Vous n'êtes pas obligé de venir rencontrer un intervenant. Ça peut être seulement que par téléphone aussi. Vous pouvez vous dire votre nom, comme ça peut être anonyme. Donc, rendu là, c'est à votre discrétion.